La boucle. Exact. Ben, c'est ce que j'allais dire, en fait, premièrement, bonjour tout le monde. C'est une présentation qui va être très complémentaire à la présentation de professeur de Champlain pour son portfolio. Tout ça se fait avec un document d'accompagnement d'entraînement que je vous donnais tantôt de OBEAL, dont le contenu s'inspire de l'étude de 2004 de Coulomb-Chevrier, de Ballet et Paris. Pour ce qui est de l'évaluation du portfolio, comme je vous disais, c'est donc des experts de métier qui vont être interpellés pour finir par l'évaluation. Ils vont se baser sur leur jugement professionnel pour venir évaluer, mais aussi vont être encadrés par les outils d'évaluation qui vont être fournis par les universités. Et à la suite de l'évaluation, ils doivent partager les justifications de l'évaluation à un comité évaluatif. C'est-à-dire que les experts de métier, c'est pas eux qui vont avoir le dernier mot sur le nombre de crédits qui vont être alloués pour un portfolio. Ils doivent ensuite présenter leur évaluation à un comité évaluatif. C'est un comité normalement qui va être constitué d'autres experts et aussi minimalement de la personne de l'université qui est responsable de la reconnaissance des acquis aussi. Le mandat du comité évaluatif, bon, de son côté, c'est de justement rendre le dernier verdict, un verdict sans appel pour dire le portfolio, c'est tant de crédits qu'on va lui accorder. Souvent, les Coulomb expliquaient bien, dans le fond, tout le processus d'évaluation, l'idée derrière, c'est de décider si le candidat, à travers ce qui est relaté dans le portfolio, a prouvé qu'il est à un niveau de développement de la compétence qui va être supérieur à celui dont ferait preuve en finissant du même programme d'études. Ce qui est logique parce que si on est au même niveau que les gens qui sortent du diplôme professionnel, l'enseigner peut être plus compliqué. Maintenant, les réflexions actuelles en lien avec la reconnaissance des acquis, il y a eu beaucoup de recherches depuis l'arrivée du baccalauréat en 2003 qui ont été faites en lien avec le processus de façon plus macro. Justement, les concertations qu'il y a eu entre les universités pour dire sur quel genre de processus on veut s'appuyer, comment est-ce qu'on veut l'instaurer dans le baccalauréat. Il y avait peu d'écrits qui avaient été faits sur des notions plus terrain comme on voulait le faire nous, donc l'activité concrète évaluative qui va se faire à travers la reconnaissance des acquis. De plus en plus, par contre, on voit qu'il y a des réflexions aujourd'hui qui vont se faire sur les pratiques justement de l'évaluation, notamment sur les outils et aussi sur l'activité évaluative en soi des experts de métier qui sont interpellés pour l'évaluation. La réflexion sur les outils, dans le cas de notre mémoire, en fait c'est un peu le fruit de notre mémoire qu'on présente ici, on a utilisé l'outil d'évaluation exclusivement celui de l'Université de Sherbrooke. Il en existe un par université qui ont beaucoup de similitudes, mais juste pour vous dire que là, celui qu'on présente, c'est vraiment celui qui est utilisé à l'Université de Sherbrooke exclusivement. Il y a trois niveaux de critères dans les outils d'évaluation qu'un expert va évaluer le portfolio. Des critères généraux qui vont être plus en lien avec le fond et la forme qu'on s'attend du dossier de reconnaissance des acquis. Ensuite, comme je disais tantôt, tout ce qui va être en lien avec la variété des contenus et la complexité des contenus. La manière que l'outil est monté, c'est une échelle d'évaluation, c'est-à-dire qu'un crédit va être accordé si les critères généraux sont respectés, un deuxième crédit pour la variété et un troisième pour la complexité. Tantôt, je parlais de quatrième crédit, mais je pourrais répondre si vous avez la question tantôt pourquoi on peut se rendre jusqu'à 4 crédits. Et la manière que ça fonctionne, c'est que si on ne respecte pas, par exemple, les critères généraux, bien, automatiquement, on tombe à 0 crédit. On ne peut pas dire, ah, mais c'est extrêmement varié et complexe, donc j'ai 2 crédits. C'est automatiquement 0. Donc, c'est vraiment une échelle qu'on doit avoir le premier crédit pour avoir le deuxième, pour avoir le troisième. Donc, c'est comme ça que ça a été monté. Actuellement, dans l'outil d'évaluation, on a nommé différents sous-critères qui sont encore ouverts à interprétation, c'est pour ça qu'on les nomme comme étant subjectifs. On va demander, par exemple, aux experts, quand ils vont évaluer la variété, de vérifier si les situations de travail sont suffisamment variées. Évidemment, ça peut justement varier d'un expert à l'autre. Qu'est-ce qu'on entend par suffisamment varié? C'est quoi les paramètres? Ça, c'est pas trop clair. On parle de montrer dans le portfolio des comportements experts qui sont indiscutables. Bien, justement, c'est discutable, ça. Il y a sûrement quelque chose, des paramètres qui seraient à préciser pour savoir qu'est-ce qu'on entend par quelque chose qui est indiscutable. Et encore une fois, le nombre important de paramètres, c'est quoi le nombre important de paramètres? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 250? Ou est-ce que est où la limite finalement? La subjectivité aussi, elle va au-delà des outils parce que les experts de métier qui sont interpellés pour l'évaluation, ils ont plusieurs chapeaux déjà qui sont dans une situation qui est très particulière. Premièrement, ces experts, en plus d'être des experts de métier, c'est aussi souvent des enseignants en centre de formation professionnelle. Donc, ils enseignent le métier en centre de formation et on vient les interpeller aussi pour évaluer des portfolios de leur futur collègue, on l'espère. Donc, dans cette optique-là, c'est des gens qui sont déjà en position d'enseignement, qui connaissent l'évaluation, ils en font souvent, mais dans un contexte qui est très différent. Dans les centres de formation professionnelle, pour plusieurs diplômes professionnels, l'évaluation va se faire surtout par observation directe, c'est-à-dire qu'à la fin, par exemple, du programme, les gens vont effectuer des tâches et
l'enseignant, dans ce cas-ci, va pouvoir dire oui, effectivement, la personne semble maîtriser cette compétence-là, donc il l'a ou il l'a pas. Tandis que dans le baccalauréat d'enseignement professionnel, pour la reconnaissance d'acquis, on parle d'une observation qui va être indirecte. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle reçoit, c'est un bout de papier avec des situations qui sont décrites. Donc, elle doit s'imaginer, premièrement, cette situation de travail-là, d'où l'aspect d'interprétation du contenu. Et il y a donc une construction mentale que la personne doit se faire pour ensuite observer, OK, la personne, de la manière qu'elle me l'a décrit, elle semble avoir fait X, Y action. Donc, maintenant, je vais juger, selon cette construction mentale-là, oui, ça méritait, par exemple, X crédit, ou non, ça ne mériterait pas X crédit. En plus de ça, les experts de métier sont seulement interpellés pour cette partie-là du baccalauréat. C'est-à-dire que ce pas des gens qui ont enseigné aux étudiants, ce pas des gens qui ont un contact avec eux, même que c'est anonyme. Donc, eux reçoivent un dossier, ils ont un nom dessus, mais ils n'ont jamais communiqué avec cette personne-là. Ce n'est pas l'expert qui a donné des directives de rédaction du portfolio, ce n'est pas lui qui a expliqué à l'étudiant voici ce à quoi je m'attends. C'est donc, il reçoit une commande, il doit interpréter, donc ce qu'on disait, donc, les directives du mandat qui doivent être interprétées. Ils doivent ensuite interpréter le contenu du portfolio, c'est-à-dire, comme on l'expliquait, se faire une construction mentale de ce qui est écrit pour voir qu'est-ce que ça vaut réellement en termes de crédit universitaire. Et en plus, ils doivent interpréter le fameux outil d'évaluation qu'on leur donne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des critères avec des définitions et ils doivent aussi interpréter ce contenu-là pour l'appliquer au mandat qu'on leur a donné. Ce qui fait que ça devient complexe, tout ça, faut dire. L'idée derrière ça, c'est que justement, vu qu'il y avait peu d'études qui avaient été faites au niveau de l'évaluation, même l'aspect terrain de l'évaluation, on s'est demandé comment est-ce que ces experts de métier-là, finalement, utilisaient concrètement l'outil qu'on leur donnait. Comment est-ce qu'ils interprétaient ce contenu-là et qu'est-ce qui ressemblait à l'outil et qu'est-ce qui était complètement divergent de ce qui était rédigé et de ce qu'on leur donnait. Le cadre théorique, bon, évidemment, on parle d'activité, donc l'analyse de l'activité qui prend la didactique professionnelle, c'est en grande partie ce qu'on a utilisé pour notre cadre conceptuel. Le schéma ici tiré d'un cadeau 2015 expliquait bien ce qu'est l'analyse de l'activité. On a donc trois éléments en relation, la tâche, donc ce qui est à faire, dans le cas des experts, ça va être l'évaluation. La situation, qui va être l'ensemble de conditions qui déterminent la réalisation de la tâche. Et l'activité, parce que c'est ce qui est effectivement effectué par la personne pour remplir le mandat qu'on lui a demandé. Plus spécifiquement, Clausard expliquait l'activité, c'est la réalisation personnelle de la tâche prescrite par le praticien, sa partition originale grâce à son modèle opératif, qui serait influencé par plusieurs choses qui sont très internes et singulières, c'est-à-dire les représentations de la personne, ses valeurs, ses motivations, etc. Pour ce qui est de l'activité évaluative des experts, donc ça engendre encore une fois trois éléments. Il y a un objet à évaluer qui va être le dossier de reconnaissance d'acquis. Il y a l'instrumentation, ça va être l'outil d'évaluation. À la limite, on a aussi inclus le fameux référentiel de compétences sur lequel on se base pour le rédiger. Et aussi les différentes preuves connexes fournies dans le portfolio. Souvent, dans le portfolio, il va y avoir par exemple des images, des chantiers qui ont été faits, ou il va y avoir des preuves connexes justement. Donc, ça fait partie de l'instrumentation. Et leur système de référence, bien évidemment, en très grande partie, c'est leur expérience de métier, parce que c'est pour ça qu'on va les chercher. Mais par contre, comme je disais, vu qu'ils sont enseignants, on ne peut pas faire fi de ça. Nécessairement, leur expérience enseignante vient quand même influencer le système de référence, puis vient influencer aussi leur rôle en tant qu'évaluateur du portfolio. Ce qui nous amène à parler aussi du jugement professionnel. Donc, évidemment, le jugement professionnel, de la manière qu'on l'écrit, c'est le processus qui mène à une prise de décision, laquelle prend en compte différentes considérations issues de l'expertise professionnelle, qui exige rigueur, cohérence et transparence. C'est Aval et Lafortune qui